Donc, lorsque le capitaine Dadis prononçait son discours, son discours était entrecoupé par les vrombissements du MIG. Et probablement qu'il a compris que les gens avaient peur. Et il a dit, ne vous en faites pas, ce sont vos enfants qui sont là-dedans. C'est juste pour donner un éclat à cette fête. Mais ce que j'ai vu et qui a surtout retenu mon attention, c'était qu'au niveau de la garde, pas au niveau de la tribune, au niveau de la tribune, c'était les officiels, c'était le capitaine Dadi, c'était son ami, en tout cas c'est lui qui présentait comme étant son ami le général Sekouba Konaté, et les autres membres du CNDD, du gouvernement qui étaient à la tribune, plus des officiels de l'AB. Mais au niveau dans l'enceinte même du stade, la première ligne était occupée par la garde présidentielle et des éléments qui étaient habillés en féticheurs. Ça aussi, on ne me l'a pas raconté, je l'ai vu. Ils étaient nombreux, ceux qui étaient habillés en féticheurs. Ils étaient très nombreux et ils avaient vraiment les yeux très rouges. Vous ne pouviez pas le regarder deux fois. J'ai l'habitude de regarder des choses difficiles. Mais personnellement, je ne pouvais pas les regarder deux fois, tellement qu'ils étaient effrayants. Ils étaient à la baie. Donc, je m'arrête là pour l'épisode de la baie. Pour le massacre au niveau du stade du 28 septembre, il y a un fait aussi qu'il faut mentionner, dont il faut parler. C'est que au niveau de l'arrêt bus de Dixine, un peu en face de la station Total, il y a des amis, des journalistes qui ont vu un bus garé là. Et ce bus transportait des personnes, des hommes qui portaient une tenue bleu ciel. Ils sont descendus de ce bus. Mais ces hommes qui portaient la tenue bleu ciel aussi ont été vus par un autre journaliste au niveau du port de l'Andrea. Et ils étaient en masse au niveau du port de l'Andrea, puisque je vous ai dit qu'ils pourchassaient. Il n'y avait pas que les militaires qui pourchassaient, mais il y avait aussi ces hommes habillés en tenue bleu ciel, tenue de l'équipe anglaise de football Chelsea, je crois. Moi, je ne les ai pas vus. Je n'ai pas vu le bus. Je n'ai pas vu ces hommes habillés en tenue bleu ciel. Mais des confrères journalistes assermentés, professionnels, qui travaillent pour de grands médias, les ont vus. Ils les ont vus et peut-être que dans les questions, on reviendra sur le sujet, j'imagine. Je vous expliquerai comment un de ses confrères a été sauvé lorsqu'il a vu ces gens au niveau du débarcadère de l'Andrea. Monsieur le Président, si je me suis constitué partie civile, c'est parce que j'ai été violenté au stade, c'est parce que j'ai été traumatisé au stade, c'est parce que ma famille a été violentée, traumatisée, c'est parce que les événements du stade m'ont conduit dans un endroit, enfin m'ont conduit au Sénégal. Je n'avais jamais prévu, imaginé, planifié de quitter ainsi la Guinée avec ma famille et d'aller m'installer au Sénégal, dans un pays qui qu'il soit. Si je me suis constitué partie civile, c'est parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, et je vous dis, le jour même où il y a eu le massacre, mon premier garçon et moi, on avait rendez-vous avec un ami militaire pour aller
dans le but de lui trouver une bourse de formation d'officier, parce qu'il tenait coûte que coûte à faire l'armée. Mais évidemment, lorsqu'ils ont vu ma main tuméfiée, la main de leur papa tuméfiée, j'ai dit que personne d'entre vous ne fera l'armée, ils ont renoncé. Et mon deuxième garçon, lorsque nous sommes arrivés au Sénégal, avait commencé même d'écrire un livre sur la barbarie des militaires du 28 septembre. Mais il était trop jeune. Il était en 11e année, il n'a pas pu porter le projet jusqu'à son terme. Monsieur le Président, je ne réclame que justice. Comme je vous l'ai dit au départ, je ne suis pas là pour accuser ou pour innocenter. Je suis là pour demander justice. Je suis là pour que ce genre d'événements malheureux ne se reproduise pas, ne se répète pas dans notre pays. Je vous remercie. Monsieur Gallo, à part votre main qui a été entorsée, est-ce que vous avez subi d'autres préjudices? D'autres préjudices corporels, non. Mais s'il vous plaît, Monsieur le Président, j'ai fait plus de 4 mois. Cette main, je ne pouvais pas mouvoir les doigts. Plus de 4 mois. Tellement que le coup qui m'a été assommé par le gendarme, qui portait une tenue, les bodys noirs, était violent. Pendant plus de 4 mois, je ne pouvais pas travailler avec cette main. Vous avez parlé au cours de votre narration de 3 personnes qui vous avaient appelé pour vous demander de quitter votre domicile. Oui. Parce qu'on aurait parlé de vous au camp. Est-ce qu'on peut connaître ces personnes? Monsieur le Président, le militaire, parce qu'il y a 2 militaires qui m'ont appelé. Le premier, je le connaissais, il était de la garde présidentielle du capitaine Dadis. C'était un ami de mes enfants. Il est décédé, paix à son âme. Il est décédé il y a 2 ans. J'aimerais, pour le respect de son âme, et peut-être même pour la sécurité de sa famille, parce qu'il a encore une famille, de ne pas livrer son nom. L'autre militaire, je ne le connaissais pas. Mais il s'était présenté comme étant un colonel. Le civil, c'est un ancien ministre du général Lansana Conté. Là aussi, permettez-moi peut-être pour sa sécurité et celle de sa famille, de ne pas dire son nom. Il est vivant, il est là. Question. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci également au honorable assesseur. Monsieur Amadou Diallo, le parquet voudrait vous poser certaines questions au regard de votre récit. Alors, je voudrais savoir à quelle heure précise vous êtes arrivé à l'esplanade du stade. Je n'ai pas bien entendu. Vous êtes venu à l'esplanade à quelle heure? Très tôt le matin, vers 8h, 8h30. 8h. Ouais. Vous dites que colonel Tchegoro est venu vous trouver à l'esplanade. Oui. Il était seul quand il arrivait. Bon, ce n'était pas pratiquement à l'esplanade. C'était avant la pharmacie Manizé, quand vous venez de la Bellevue, un peu en face de l'école primaire. Ce n'était pas vraiment à l'esplanade, un peu en face de l'école primaire. Il y avait une boutique un peu célèbre qu'on appelle la boutique de Hidalo. Un peu avant la pharmacie Manizé, c'est là qu'il nous a trouvés. Bon. Ok. Il était seul ou en compagnie de ses hommes? À ce niveau, je ne me souviens pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il était avec... parce que lorsqu'il s'entretenait avec les jeunes qui voulaient dissuader les jeunes, parce que moi je parle de dissuasion, je ne parle pas de sensibilisation. J'ai souvent entendu parler ici de sensibilisation. Mais pour moi, ce n'était pas de la sensibilisation qu'il faisait, mais de la dissuasion. Donc, lorsqu'il a voulu dissuader les jeunes, il était avec son garde qui portait un béret rouge et qui était armé. Qui était armé. Et lui-même, il était en treillis ou il était en civil? Il était en tenue. Il portait son béret vert.
Il portait une tenue militaire et avec un béret vert. Alors, vous confirmez que il est venu vous trouver, il était habillé en tenue militaire. Vous le confirmez? Je le confirme, oui. Vous avez dit qu'il a, c'est le terme, je vous le concède, c'est effectivement le terme, il a voulu dissuader les jeunes. Alors, dans cet exercice, vous avez déclaré qu'il a fait un signe. Suite à ce signe, il y a eu, la violence a commencé. Selon vous, il s'agissait de quel signe? Il a fait un signe de la tête, il a fait comme ça. Il a fait un signe de la tête, il a incliné sa tête comme ça. Après ça, ce signe a été suivi des faits. Ce signe avait été suivi des faits, absolument. Des faits. C'est en ce moment qu'il y a eu les jets de gaz, la violence a commencé. C'est en ce moment, oui, que les jets de gaz lacrymogène par les policiers et les gendarmes, parce qu'il y avait les deux au même endroit, policiers et gendarmes, c'est en ce moment qu'ils ont lancé des gaz pour disperser le petit groupe. Très bien. Alors, vous avez quitté les lieux pour rejoindre les leaders, ce Jean-Marie Doré. Vous confirmez que, en cours de route, colonel Keboro est venu vous trouver également? Oui, je le confirme, oui. Il est venu trouver les leaders qui étaient bloqués par un cordon de sécurité de la police. Il était avec 2 pick-up de gendarmes. Il était en ce moment maintenant avec 2 pick-up de gendarmes. Il n'était pas avec les policiers également? Non, j'ai vu des pick-up de gendarmes. Les policiers, c'est eux qui avaient bloqué les leaders. Alors, quel temps s'est écoulé entre votre rencontre avec le colonel Keboro à Dixine et votre nouvelle rencontre avec lui en allant chez Jean-Marie Doré? Ça s'est écoulé combien de temps? 1 heure, 30 minutes, 40 minutes? Bon, vous savez, monsieur le procureur, j'ai souvent entendu dans ce procès la notion du temps pour un événement comme ça, c'est extrêmement difficile. Parce que quand ça tire, quand ça lance des gaz lacrymogènes, quand il y a la débandade, vous ne pensez pas au temps, mais vous pensez plutôt à votre sécurité, à vous sauver. Mais probablement, peut-être 45 minutes, 1 heure de temps comme ça. Peut-être 45 minutes, 1 heure de temps comme ça. Okay. Donc 45 à 1 heure de temps. Oui. Je sais que vous avez suivi souvent ce procès. Colonel Keboro déclare devant ce tribunal qu'il est allé chez lui. Il était en civil. C'est pourquoi je vous ai posé cette question de savoir s'il était seul. Il déclare qu'à cet endroit, il est allé à son domicile. Il était en civil pour se retourner après. Est-ce que vous confirmez cette déclaration-là? Je n'ai pas, monsieur le procureur, je n'ai pas suivi tous les mouvements. Si je vous dis que j'ai suivi tous les mouvements du colonel, j'aurais menti. Et je ne suis pas là pour mentir. Mais j'ai vu le colonel Keboro dans 2 endroits distincts, précis. Au niveau de la 2e porte d'entrée, le premier endroit, c'est lorsque les gendarmes et les policiers ont dispersé le premier petit groupe au niveau, un peu avant la pharmacie Manizé. Il était en tenue, il portait son béret vert. Il était accompagné de son garde qui avait un béret, qui portait un béret rouge et qui était armé. La 2e fois que je l'ai vu, c'était au niveau de la 2e porte d'entrée de l'université, et à ce niveau-là, il était en tenue militaire, il était accompagné de gendarmes, de pick-up de gendarmes. Il y avait aussi même d'autres pick-up de gendarmes, d'autres pick-up qui étaient stationnés au niveau, pratiquement au niveau de la pharmacie Manizé. Il y avait d'autres pick-up aussi qui étaient stationnés là. Alors, à cet endroit, il était toujours dans l'exercice de dissuader. Et vous avez tenu une déclaration ici, devant ce tribunal, quand il a proféré des injures à l'encontre des manifestants. Vous le confirmez? Je le confirme. Cela voudrait dire qu'il était dans la logique de la violence, n'est-ce pas, à travers ce propos? Bon, je ne peux pas dire qu'il était dans la logique de la violence, mais en tout cas, il était dissuasif, parce que quand je parle de dissuasion, et non pas de sensibilisation, puisque la dissuasion suppose, disons, la menace. Il y a une menace.
il y a de l'intimidation. La sensibilisation, c'est plutôt, on fait prendre conscience, on explique, on essaye de faire prendre conscience à la personne. Il n'y a pas de menace ou de force derrière. Mais voilà, donc c'est pour ça que je parle de dissuasion. Mais je ne peux pas dire que voilà, il était dans la logique de la violence. Mais en tout cas, les propos qu'il a tenus, quand il a dit celui qui parle encore, c'est mal l'expression, celui qui parle encore, je lui rentre dedans. Ça, il a dit. Donc il tenait, selon ces propos, l'interprétation que nous tirons de ce propos, il était dans la logique de vraiment passer par des manœuvres afin que la manifestation là n'ait lieu, n'est-ce pas? Absolument. Il ne voulait pas qu'il y ait manifestation. Il ne voulait pas que la manifestation ait lieu. Il voulait empêcher la manifestation. Alors, ça, c'est évident. Ça, je peux le confirmer. Alors, je vais revenir sur votre présence dans l'enceinte du stade. Vous confirmez que vous avez été sauvé par un haut gradé lorsque le soldat voulait vous assommer, vous faire du mal. Oui, je le confirme. Alors, vous dites que vous avez reconnu un certain nommé Kati qui appartenait à la garde présidentielle. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, c'est pas au même endroit et Kati n'appartenait pas à la garde, mais plutôt au protocole d'État. Au protocole d'État. Oui. Mais il était très proche, selon vous, il était proche de président à l'époque. Oui, mais le nommé Kati. Mais Kati, ce n'est pas à l'intérieur du stade. Vous l'avez rencontré où? Non, c'était au niveau, c'est le dernier épisode, lorsque je vous ai dit que le policier nous a accompagnés jusqu'à la sortie du stade, jusqu'au grand portail, et que entre le grand portail et au niveau de l'esplanade du stade et la route qui continue sur Donka, pour traverser là-bas, je vous ai dit que, voilà, je suis allé vers un militaire, une femme militaire très grande, que je ne connais pas, à qui je demandais de nous aider à traverser. Elle a pris son arme de façon horizontale et nous a poussé, dégagez. C'est lorsqu'on a traversé la route, c'est à ce niveau-là que j'ai vu Kati. Mais Kati, c'était un civil qui était du protocole de la présidence. Il faisait partie des membres du protocole, mais ce n'est pas un militaire. D'accord. Oui. Alors, dans l'enceinte du stade, vous confirmez avoir vu les corps en grand nombre? Oui, je le confirme. Vous le confirmez? Je le confirme. Est-ce que vous avez vu des femmes qui se faisaient traîner pour les violer? Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas vu. Dans l'enceinte, quels sont les corps que vous avez reconnus? De la gendarmerie, de la police, des militaires? Vous avez reconnu quel corps? Écoutez, dans l'enceinte, moi ce que j'ai vu, parce que comme je vous le dis, j'étais j'avais quitté la pelouse. J'étais derrière la tribune couverte, entre la tribune couverte et le palais omnisport. J'étais à ce niveau-là, quelque part, là-bas, arrêté. Donc, de là où j'étais, c'était peut-être un peu difficile de voir tout ce qui se passait, c'est clair, mais évidemment, j'ai vu des militaires. Ce que j'ai vu, ce sont des militaires. Je n'ai pas vu à l'intérieur là des policiers. Je n'ai pas vu. Est-ce qu'à l'intérieur, vous avez vu des gendarmes qui étaient en body? À l'intérieur, ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, parce que vraiment c'était assez difficile, c'était des militaires. C'était des militaires. C'était des militaires. Et qui tiraient à tout. Le coup qu'on vous a administré au niveau du bras, ouais. Vous dites que c'est un élément de la gendarmerie qui portait le body noir. Absolument. Qui avait un poignard à main. Oui, il a sorti le poignard de sa poche. Il ne l'avait pas à main, mais il l'a sorti de sa poche. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous confirmez que c'est un élément de la gendarmerie qui appartenait au colonel Keboro, parce que c'est ces éléments qui portaient le body noir? Oui, ça je le confirme. Vous le confirmez? Je le confirme. Et c'est lui qui est l'auteur de ce coup? Absolument. Également, vous avez parlé d'un haut gradé. Un haut gradé qui vous a sauvé. Oui. Vous le reconnaissez ou... Non, je ne le connais pas. Honnêtement, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas vu. Je ne le connaissais pas, mais
Lui, il nous avait vus à la baie parce que le capitaine Dadis était content. Il a dit, ah, mon frère Amadou de la BBC et Mouktar de RFI sont là. Le monde entier saura ce qui s'est passé au Fouta. Donc, lui, il nous a vus à la baie parce qu'il était à la baie. C'est pour ça qu'il a dit, non, laisse-les, je les connais, c'est des journalistes. On était ensemble à la baie. Mais même si vous l'amenez ici, je ne peux pas l'identifier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs. Monsieur Amadou Diallo. Oui. Moi, je voudrais tout d'abord vous témoigner toute notre compassion. Merci, maître. Par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Merci bien. Et également vous féliciter parce que vous êtes un grand journaliste. Merci. Durant des années, vous nous avez vraiment bien bercé avec vos reportages. Merci beaucoup. Et je vais continuer donc à vous poser quelques questions de précision. Et vous dites que colonel Kebro, il a dit à M. Sidi Touré qu'il était présent aux côtés du président Dadis lorsqu'il échangeait au téléphone. Oui, oui, oui. Vous le confirmez? Oui, je le confirme, oui. Je le confirme et j'ai même l'enregistrement. D'accord. Oui, j'ai l'enregistrement, je le confirme puisque... On peut avoir cet enregistrement? Oui, absolument. Monsieur le Président, voilà le matériel que j'ai utilisé le 28 septembre. C'est le micro, il est à Vachy maintenant. Et c'est l'appareil, c'est un appareil Marantz. Le jour du massacre, c'est ce matériel-là que j'avais. C'est avec lui que j'ai enregistré tout ce que j'ai enregistré. Et j'avais enregistré avec cet appareil. Et ce micro, le colonel Keboro, quand il disait à Sidia, ce n'était pas 1 heure, j'étais assis à côté. J'ai l'enregistrement sur clé USB et sur d'autres supports, aussi sur mon téléphone. Monsieur le Président, avec votre permission, on peut mettre cet enregistrement à la disposition du greffe? Oui, vous allez le passer au conseil qui pourront le mettre à la disposition du tribunal. Nous en avons besoin. D'accord. Merci. Je vais continuer. En dehors du colonel Kebro, est-ce que vous avez remarqué la présence d'autres officiers plus gradés ce jour au stade ou vers l'université? Pour vous dire la vérité, non, je n'ai pas remarqué. Je n'ai pas remarqué. Ce que j'ai vu, celui que j'ai vu, c'est le colonel Keboro. Le seul? C'est le colonel Keboro que j'ai vu. D'accord. Et vous dites que le plus gradé aussi avait tabassé un manifestant sous vos yeux? Ah, il était violent aussi, il était très violent lui-même. Il était très violent. C'était un béret rouge? C'était un béret rouge. Il était violent aussi. C'est lui qui nous a sauvés. Vous avez pu voir son grade? Non, malheureusement non. Honnêtement, monsieur le procureur... oui, c'était pas facile. C'était quasiment impossible d'observer quelqu'un jusqu'à ce point. C'était très difficile. Et vous dites que vous avez vu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Oui. Vous pouvez faire une estimation du nombre de morts? Une estimation? C'est difficile de faire une estimation puisque, comme je vous l'ai dit, la violence, lorsqu'on sortait du stade, c'est en ce moment que j'ai commencé à voir le nombre, les victimes. Lorsque le policier nous sortait du stade, c'est en ce moment que j'ai commencé à voir, on enjambait pratiquement les victimes, les morts, les personnes blessées, qui criaient à l'aide, qui souffraient, que vous ne pouviez pas assister, mais c'était impossible de pouvoir dénombrer, compter. Non, vous ne pouvez. Non, là, en ce moment précis, c'était pas ça ce qui nous venait en tête. C'était pas ça. D'accord. Mais ils étaient nombreux les morts, parce que, en tout cas, le papier que j'ai fait ce jour-là, c'était 87 morts, c'était des sources, comment on appelle ça, hospitalières. C'était 87 morts ce jour-là.
Et toutes les issues du stade étaient fermées, bloquées, n'est-ce pas? Vous avez remarqué ça? Oui, les issues étaient fermées. Comment on pouvait le savoir? Je n'ai pas parcouru tout le stade. Mais à mon avis, c'était facile de savoir que les issues étaient fermées parce que les gens couraient dans tous les sens. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui partait par là et qui revenait par-ci, qui partait par là. Donc, ça voulait dire qu'il y avait des issues qui étaient fermées. Il n'y avait pas de passage. Oui, il n'y avait pas de passage. Non, il n'y avait pas de passage. Mais le grand portail était ouvert. Et on pouvait sortir par là. Moi, je suis sorti par le grand portail. Et je vous ai dit que je suis un miraculeux, c'est un chanceux. Malgré tout, hein, parce que je suis sorti aussi escorté là-bas. Et tout le monde se ruait vers ce grand portail-là. Oui, beaucoup de personnes tentaient de passer par ce grand portail, mais il y avait aussi, j'ai même vu un mur non loin de ce grand portail qui était un mur adjacent au commissariat qui avait été pillé, brûlé, je crois qu'un mur qui s'était effondré. Oui, je pense que sous la pression des manifestants qui cherchaient le passage à tout prix, je pense qu'il y a un mur qui s'était effondré. D'accord. Et pour vous, ce carnage-là, ces massacres, quelle est l'impression que ça vous a donné? Non, c'est la tristesse, c'était dommage, c'était triste, c'était malheureux parce que je suis en train de faire un livre, de rédiger un livre autobiographique sur ce que j'ai vu depuis que je couvre l'actualité guinéenne, l'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité sociale, parce que journaliste de la BBC et même avant de la RTG, depuis 1986, j'ai intégré la RTG en 1986, j'ai commencé à couvrir l'actualité politique guinéenne, à observer cette actualité. Donc je suis en train de faire un livre autobiographique et je dis que ce qui est arrivé au stade, c'était lamentable puisque ça n'aurait pas dû arriver, étant donné que c'était juste une manifestation et qu'il fallait laisser les gens aller manifester. Ce jour-là d'ailleurs, il n'y avait même pas de sonorisation, aucune disposition n'avait été prise, donc Sidia ne pouvait pas se faire entendre, Selou ne pouvait pas se faire entendre, Mouktar Diallo, François Fall, Jean-Marie Doré ne pouvaient pas se faire entendre, personne ne pouvait se faire entendre. Donc les leaders et leurs militants allaient se retrouver là, ils allaient chanter, danser et prier aussi, mais après ils se seraient retournés à la maison sans rien. Donc je dis c'était pas une idée intelligente de la part des militaires de se déployer là et d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Sincèrement, c'est déplorable. Voilà. Est-ce qu'un seul manifestant était armé? Non, je n'ai pas vu de manifestants armés, mais j'ai vu des manifestants qui jetaient des projectiles sur les gendarmes et les policiers. Ça, je l'ai vu aussi. D'accord. Oui. Et vous dites que les rues étaient désertes? Totalement désertes. Lorsque vous avez oublié votre sac? Oui. Et les jours qui ont suivi, oui, les rues étaient toujours désertes? Les jours qui ont suivi aussi, les rues étaient désertes, monsieur le procureur, puisque, comme vous le savez, la chasse à l'homme avait continué. D'accord. Les militaires étaient toujours visibles. Les militaires étaient toujours visibles, c'est eux qui étaient visibles. Et j'ai une collègue, une consoeur qui s'appelle Ophébia Quist-Acton, qui travaillait pour NPR, la radio nationale américaine, NPR, National Public Radio. C'est la radio qui est écoutée partout aux États-Unis et qui travaillait aussi pour la BBC. Elle m'a dit à Dakar et dans ses reportages qu'elle avait fait aussi pour la BBC, j'ai les audios là aussi, parce que j'ai tous les audios, tout ce que j'ai dit sur le 28 septembre, sur le massacre, tout ce que j'ai fait, reportage, tout ce que j'ai fait, j'ai tout ça avec moi. Je n'ai rien perdu. Et donc, elle m'a dit que après le massacre, elle était venue à Conakry. Effectivement, elle était venue à Conakry faire des enquêtes. Et elle m'a dit, et elle le dit aussi dans une interview qu'elle a accordée à la BBC, que j'ai, que des femmes lui ont dit
que dans une villa, pendant 5 jours au moins, des femmes avaient été regroupées dans une villa et violentées, violées. Elle avait fait beaucoup de témoignages sur ça. D'accord. Vous dites pendant 5 jours au moins? Oui, pendant 5 jours au moins. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux hôpitaux? Des corps avaient été retirés des hôpitaux, des morgues, des blessés également. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ça? Monsieur le procureur, les hôpitaux étaient débordés. Les hôpitaux étaient débordés et manquaient de médicaments, systématiquement. Ça, je le dis de source hospitalière, puisque c'est ce que j'ai dit ce jour-là. Les hôpitaux sont débordés et manquent de médicaments. Et dites-nous comment votre confrère avait été sauvé au débarcadère de l'Andrea. Monsieur le procureur, lorsqu'il y a eu le massacre, que la débandade, que la panique, que la psychose, que l'hécatombe s'est installée, chacun se cherchait, tel sauf qui peut. Lui s'est retrouvé au débarcadère de l'Andrea. Lorsqu'il a vu arriver une bande de ces jeunes qui portaient les t-shirts bleu ciel, il a eu peur, il était déjà apeuré. Et il y a un coiffeur qui était à côté de lui, qui avait installé un atelier de coiffure, un atelier de fortune de coiffure, qui a vu son désemparement et qui l'a attiré vers lui. Et le coiffeur l'a fait installer immédiatement sur la chaise et a commencé à le coiffer. La bande de jeunes est arrivée vers eux et ils ont commencé à crier et à demander c'est quoi. Et c'est le coiffeur qui a dit en sous-sous, c'est mon client, vous voyez, je suis en train de le coiffer. Et le coiffeur l'avait coiffé. Il a quitté là-bas coiffé. C'est comme ça qu'il a été sauvé. Monsieur le procureur. D'accord. Il est là, il est vivant. Il peut venir à cette barre témoigner. D'accord. Et vous le connaissez très bien, puisque c'est un journaliste qui est célèbre aussi. D'accord. On ne va pas vous obliger à dire son nom. Et à l'abbé, au niveau de la station, qui avait pompé l'essence à la place du gasoil dans le véhicule du président Dadis? Non, j'ai appris l'histoire, j'étais à l'abbé, mais je ne peux pas vous dire qui a fait. Non, je ne peux pas le dire, parce que je n'étais pas là-bas, honnêtement. Mais je connais l'histoire, je l'ai apprise, mais je ne peux pas vous dire qui l'a fait. Et donc, en ce moment précis, vous n'étiez pas en compagnie de M. Mouktar? Parce que lui, il a été assez ferme là-dessus. Honnêtement, je ne peux pas vous dire si c'est le capitaine Dadis lui-même qui est sorti de sa voiture pour pomper l'essence ou si c'est un pompiste du jour qui a pompé l'essence au lieu du gasoil et qu'après le capitaine est descendu de sa voiture pour pomper. Je ne peux pas le dire, mais ça s'est passé à la baie. De toute façon, quelqu'un a pompé du carburant. D'accord. Et l'argent qu'on a pris avec vous, c'était combien? Monsieur le procureur, honnêtement, ce n'était pas ce qui m'intéressait en ce moment précis. C'était de me sauver, ma sécurité et la sécurité de mon matériel que je vous ai montré là. Et que j'ai pu garder pendant toutes ces années. C'était ça ma préoccupation, ce n'était pas l'argent. Vous ne vous en souvenez plus? Non, je ne m'en souviens pas. Ce n'était pas une préoccupation, franchement. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez appris par rapport au charnier? Par rapport au charnier, c'est des appels téléphoniques, puisque comme je vous l'ai dit, à partir du moment où mon reportage a été diffusé, la garde a commencé à me traquer, je ne travaillais plus. En accord avec la BBC, j'avais mis un terme au travail, j'étais en clandestinité. Mais évidemment, ceux qui ont l'habitude de m'appeler, qui savent que je suis correspondant, ne savent pas dans quelle situation je vivais, et ils continuaient de m'appeler. Donc j'ai reçu des appels sur les charniers, sur les disparus. Il y a eu des charniers, il y a eu des disparus, mais je ne les ai pas vus. Je ne pouvais pas les voir en ce moment précis.
parce que comme je vous l'ai dit, ce qui me préoccupait, c'était ma sécurité. Mais le 2 octobre, vous savez, les corps ont été restitués le 2 octobre. Le massacre a eu lieu le 28 septembre. Et le 2 octobre, à la grande mosquée Faisal de Conakry, les corps ont été restitués. Des corps ont été restitués. Mais ce n'était pas, je crois, tous les corps. Il y avait une 50aine de corps. Les Nations Unies, le rapport des Nations Unies parle de 157 morts. J'avais rencontré aussi les enquêteurs des Nations Unies à Dakar. 157 morts au Bamon. Mais c'est une 50aine de corps qui ont été restitués ce jour-là. Et c'est le fait que les gens, les parents des victimes, sont venus pour récupérer leur corps, le corps de leurs victimes, de leurs morts, et qui n'ont pas pu retrouver ces corps-là, c'est ce qui avait engendré la tension ce jour-là. Et les gens se sont attaqués au ministre Koutou Boussano. Et je pense même que ces habits avaient été déchirés. Et la police a lancé des gaz lacrymogènes, même à l'intérieur de la mosquée. C'était un vendredi, le 2 octobre. Donc il y a eu des disparus, oui. Pour le moment, merci Monsieur le Président. Encore une fois, toutes nos félicitations. Merci bien. Merci. Pour merci votre beaucoup. audition. Merci bien. Merci beaucoup. Monsieur Diallo, nous allons terminer par votre déclaration de constitution de partie civile que vos avocats avaient déposée au greffe de la juridiction. Là-dedans, je m'intéresse à un petit détail. Le bus qui a stationné, duquel est sorti des jeunes gens qui étaient habillés en tenue Chelsea, tenue bleue, vous avez dit, de l'équipe de football anglaise Chelsea. Oui. Est-ce que c'était en votre présence? Non, ce n'était pas ma présence. Personnellement, je n'ai pas vu le bus. Mais le bus a été vu par un ami, un journaliste, un confrère qui est crédible, qui travaillait pour la West Africa Radio Démocratie, basée à Dakar, qui couvrait aussi l'événement. C'est lui qui a vu le bus. Vous n'avez pas vu ces jeunes gens-là, vous, personnellement? Personnellement, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Un petit détail, dans l'enceinte du stade, vous avez dit que vous étiez à l'attente de l'appel de BBC Londres. Oui. Il était 11h40 parce que vous devriez passer aux alentours de midi. Oui. Vous êtes venu sous un cocotier, si mes notes sont bonnes. Oui, c'est exact. Et là, vous attendiez l'appel jusqu'à midi et quelques. Midi 20. Midi 20. Oui. Vous avez dit que c'est en ce moment que les tirs ont commencé. Oui, moi c'est en ce moment que j'ai entendu les tirs. Ces tirs-là, c'était des tirs de gaz lacrymogène ou bien c'était des tirs à balles réelles, si vous en faites la distinction, bien sûr? Je pense qu'au début, c'était des tirs de gaz lacrymogène. Mais après, c'est des tirs à balles réelles. C'était des tirs à balles réelles. Les militaires étaient armés, ça tirait partout. Le militaire qui nous a agenoués, Mokhtar et moi, avait un PMAK. Il était armé. C'était des tirs à balles réelles. Donc vous êtes formel que Je suis formel. Les tirs ont commencé aux alentours de midi 20. Aux alentours de midi 20. J'ai attendu l'appel jusqu'à midi 20. Puisque ça ne passait pas, ça ne venait pas, je me suis découragé. Mais c'est entre-temps que j'ai entendu les tirs. Dans cette attente-là, c'était la débandade, le sauve-qui-peut. Vous aviez vu des gens qui tombaient sous l'effet des balles reçues. Vous en aviez vu, n'est-ce pas? J'ai vu. Vous avez vu des personnes qu'on violentait et d'autres qui étaient blessées. Est-ce que vous aviez vu à l'intérieur des gens qui détenaient des machettes ou des couteaux tout au moins, à l'exception du gendarme qui s'est servi de son couteau, tenant la lame et qui vous a assommé avec le bout de la manche? De machette, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu de machette, monsieur le procureur. De planchettes, d'autres disent avoir vu des planchettes. Des journalistes disent avoir vu des planchettes. Moi, je n'ai pas vu. Ce que j'ai vu,
c'est des fusils, les PMK, les Kalachnikov, c'est des poignards, puisque celui qui m'a assommé au niveau de la main droite, il l'a fait avec un poignard. Ça, il y avait des poignards. Les gendarmes avaient des poignards. Mais certains les tenaient et d'autres les avaient empochés. Il y avait des poignards, ça c'est formel. Bien, toujours sous le cocotier, vous n'aviez pas entendu des cris de détresse de femmes? Monsieur le procureur, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu des cris de détresse de femmes. Mais j'étais un peu distant, j'étais un peu loin disons, de l'endroit dont certains disent que les femmes ont été violées, c'est-à-dire le palais Omnisport. J'étais un peu distant, j'étais un peu loin, j'étais plus proche de la tribune. Sous le cocotier, là, j'étais un peu plus proche de la tribune couverte. Quand on vous exfiltrait de l'intérieur du stade, vous n'avez pas vu de femmes dénudées pendant tout le long de votre parcours? Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas vu, monsieur le procureur, je n'ai pas vu. À l'esplanade du stade du 28 septembre, vous n'en avez pas vu non plus? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. À l'esplanade, j'ai vu des militaires surexcités, déchaînés, qui s'en prenaient à tout le monde, mais de femmes violées sur le coup, je n'ai pas vu. Mais quand je dis, excusez-moi, que je n'ai pas vu, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, ça a existé, parce que j'ai vu même des femmes violées à Dakar après, parce qu'il y en a qui étaient partis à Dakar, j'en ai vu là-bas. Très bien. Alors, puisque vous étiez plus ou moins une personne connue, j'imagine que beaucoup de citoyens, ou tout au moins des personnes, avaient votre numéro de téléphone. Oui. Est-ce qu'il y en a qui s'étaient confiés à vous, bien que vous étiez en clandestinité, vous aviez cessé de votre service habituel à la BBC? Est-ce que vous avez reçu des appels vous indiquant qu'il y avait des citoyens qui étaient partis au stade du 28 septembre, donc qu'on ne retrouvait pas? Des gens se sont confiés à vous? Oui, beaucoup. J'ai eu beaucoup d'appels. J'ai eu beaucoup d'appels de ce genre. Des gens en situation, des gens qui se lamentaient en pleurs. Le jour du massacre, le lendemain, les jours qui ont suivi, les gens qui appelaient. Effectivement, oui, ça, j'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques de personnes qui disaient que mon frère était là-bas, je ne l'ai pas retrouvé, ma femme était là-bas, je ne l'ai pas retrouvé, mon mari était là-bas. Ça, j'ai eu beaucoup d'appels de ce genre, c'est sûr, j'en ai eu. Mais je n'ai pas travaillé sur le sujet à proprement parler. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a des confrères comme Ophébia Kurt Axton qui a travaillé sur le sujet et qui a fait des rapports de reportage là-dessus. Ce confrère, il est encore vivant? Il est là? Lequel, s'il vous plaît? Ce confrère qui a travaillé sur ce sujet. Oui, mais aux États-Unis. Ah, aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Parfait. Alors, peut-être une dernière question. Tout de suite répondant à une des questions de mon collègue, parlant des charniers, vous avez dit que des personnes se sont confiées à vous. Est-ce que lors de votre conversation, ils vous ont indiqué l'endroit supposé où ces charniers se trouvaient? Bon, moi, le seul endroit dont on m'avait parlé au cours d'appels téléphoniques, effectivement, c'est l'aéroport. L'aéroport? L'aéroport, oui, l'aéroport. D'accord. Oui, derrière l'aéroport, j'ai reçu des appels de gens qui disaient que des camions avaient quitté la morgue de Donka et s'étaient dirigés vers l'aéroport. Ça, oui, j'ai eu ces appels-là. Vous pouvez être plus explicite sur l'endroit, si vous en connaissez bien sûr? Non, je ne connais pas. On m'a dit derrière l'aéroport. Derrière l'aéroport? Oui, derrière l'aéroport. On m'a dit que des camions des militaires ont pris des corps au niveau du stade et au niveau de l'hôpital Donka et que ces camions ont été vus en train de se diriger vers l'aéroport. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est précisément derrière l'aéroport. Derrière l'aéroport. Par hasard, c'est pas le nouveau quartier qu'on appelle Faban par hasard? C'est ce quartier-là. C'est bien ce quartier? C'est bien ce quartier. D'accord. Oui. Merci, M. Diallo, pour cet acte civique.